Alors, merci pour cette belle présentation. Moi, en fait, pour lancer le débat, j'aurais aimé vous poser à tous les deux une question en miroir. Parce que vous avez publié un livre qui s'appelle L'homme, l'animal, la machine. Et finalement, j'aurais aimé voir sur cette question de la bioéthique, d'une part, ce que les réflexions sur le robot, sur l'intelligence artificielle nous apprennent de l'homme et de sa vie en société. Et d'autre part, ce que l'animal aussi, ces réflexions sur l'animal nous apprennent de l'homme en miroir, quoi. Je trouve que c'est... Tu veux commencer ? Oui, commençons. Oui, donc c'est un peu étrange de se dire que c'est vers le robot qu'on va aller chercher des leçons sur l'humain. Hein. Mais de fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Aujourd'hui, la robotique affiche l'ambition de réaliser des machines qui pourraient nous éclairer davantage sur nos comportements à nous humains. C'était, si vous vous en souvenez un peu, l'esprit de cette série suédoise Real Humans, hein, où l'auteur de la série avait décidé finalement de nous donner en spectacle la vie quotidienne d'une famille suédoise contemporaine d'aujourd'hui, hein, 2018, 2017, mais avec en son sein des robots androïdes. Hein, le robot qui fait le ménage, robot qui garde le vieux papa, robot, etc. Et au fond, ce qu'a voulu susciter cette série, c'est une réflexion sur ce que ça peut transformer, hein, dans la relation intrafamiliale que d'avoir un objet qui n'est pas un objet, hein, parce que le robot androïde assume une relation de service, hein, qui nous interdit de le considérer tout à fait comme un objet. Et la série cherche à expliquer un petit peu l'évolution du comportement de la fille par rapport au père, l'évolution de la relation de la mère avec son propre père, etc. etc. Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est de concevoir qu'aujourd'hui, on a, avec les développements assez faramineux de la robotique et de l'intelligence artificielle, on a la conviction qu'un robot, ça ne sera jamais pour nous l'équivalent d'une machine à laver ou d'un réfrigérateur, parce qu'on a le sentiment que la présence du robot constitue comme une espèce de point de vue sur le monde. Au fond, le robot, il a, pense-t-on, un point de vue sur le monde équivalent au point de vue que le chat pourrait avoir sur le monde. Il semblerait que les propriétaires de chats ne se déshabillent pas forcément librement devant leurs bêtes. Hein. Devant un robot, ça va être la même chose. Hein. On va avoir sans doute des réactions de pudeur par rapport à eux, ce qui prouve bien qu'on va les identifier de plus en plus comme des êtres susceptibles d'entrer avec nous en dialogue. Hein, et l'idée qu'avait développée Sloterdijk à propos du post-humanisme, c'était de dire il va falloir qu'on imagine un élargissement de la notion d'humanité, hein, dans un avenir proche, parce que ces machines-là, ces machines intelligentes, capables d'imiter des émotions, de reconnaître des émotions, ces machines qui vont nous rendre des services, eh bien, elles vont devoir faire partie de l'humanité. Il va falloir trouver un système de valeurs, une axiologie, comme on dit en jargon, hein, une axiologie qui nous permettra de stabiliser nos relations avec elles. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais par exemple, le grand roboticien japonais Ishiguro, hein, c'est ce roboticien qui a réalisé son clone, hein, son strict clone, et qui s'affiche volontiers avec le clone, qui met son clone derrière son bureau lorsque lui, il a besoin de s'évader. Eh bien, quand on lui pose la question, mais pourquoi vous vous entêtez à faire des robots humanoïdes ? Après tout, si le robot, il doit rendre un service dans une centrale nucléaire ou même au sein d'une famille,
vous pouvez très bien en faire une caisse à roulettes, ça pourrait très bien marcher. Alors, il a une réponse, il y a plusieurs réponses à cette question, parce qu'on pose souvent cette question aux roboticiens. Mais la réponse d'Ishiguro, c'est une réponse peut-être un peu niaise, un peu candide. Il dit, c'est parce que je veux comprendre ce que c'est qu'être humain, donc je fais des robots qui imitent l'humain. Alors le danger, pour moi, le danger là-dedans, c'est qu'on risque effectivement de se servir du robot comme d'un miroir, mais à force de se regarder dans ce miroir-là, on pourrait très bien vouloir de plus en plus nous-mêmes imiter le robot. Et au fur et à mesure qu'on aura à interférer avec le robot, on pourrait très bien soi-même adopter des comportements de robot. Et en ce cas, je ne suis pas sûr qu'on aura gagné beaucoup en humanité. Je vais faire une remarque qui recoupe un peu celle-là, qui tournait autour du terme de l'émotion. Il faut bien distinguer les robots tels qu'ils sont maintenant, y compris les robots clones qui ont été faits, qui sont des robots, dans l'état actuel des connaissances, dépourvus d'émotion. Alors on peut imaginer que, ça c'est la science-fiction, que dans le futur, on aura des robots vraiment animaloïdes ou humanoïdes qui auront des émotions. Alors là, ça posera un gros problème. Dans l'état actuel des choses, je viens de dire, ce dont peut nous sauver l'humanité, l'animalité, c'est justement des robots qui sont mécanistes, vers un monde qui deviendrait mécanisé, automatisé, etc. L'animal, il a comme nous l'émotion. Pour l'instant, le robot, ça n'a pas. Et donc, si on se fonde là-dessus, si on retrouve notre animalité... Si je peux me permettre, oui. je te trouve quand même bien sûr de toi lorsque tu dis que nous avons des émotions, que les animaux ont des émotions. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir une émotion. Alors, c'est difficile de définir une émotion. Je sais reconnaître une émotion. Je sais reconnaître une émotion. Sur moi-même, oui. Sur les autres, oui. Mais je ne sais pas sur les autres, si sur les autres, il y a quelque chose à l'intérieur, derrière le donc, visage. Tu sais connaître tes émotions. Alors, parce que je reviendrai sur mon sujet après. Tu sais connaître tes émotions à toi, subjectivement. Pour les collègues, tu es obligé d'admettre qu'ils en ont, tu es obligé d'inférer que comme ils se comportent comme toi, ils ont probablement des émotions. Rien ne te dit que j'ai des émotions. Mais non, mais vaut mieux que je le fasse. Tu le penses, c'est déjà un comportement qui ressemble au tien. Oui. Bon. Alors, de la même manière, les animaux les plus céphalisés ont non seulement des comportements qui nous ressemblent beaucoup, un chien ça va se comporter comme nous, mais ils ont des structures cérébrales dont on sait qu'elles portent les émotions qui sont les mêmes que les nôtres. Donc pour tout ce qui est vertébré, on ne peut pas contester le fait que ces animaux aient des émotions. Alors au-delà, pour les pieuvres, il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent que peut-être ils ont un cerveau qui nous ressemble, qui change de couleur, etc., etc. Donc là, ça peut se discuter. Pour les vertébrés, je maintiens ma position. Alors je reviens à mon propos. Si on admet ce point-là, si on admet que les animaux ont des émotions, et donc de l'empathie, et donc de la sympathie pour autrui, etc., c'est ça qui peut nous sauver d'une mécanisation. Donc, dans l'état actuel des robots d'aujourd'hui, je suis tenté de dire, si on veut échapper à la robotisation, retrouvons notre animalité. Maintenant, alors dans le futur, science-fiction, si on fait des robots qui sont animaloïdes ou humanoïdes, là, ça pose un problème de fond que tu as évoqué et que je peux pas répondre, sur lequel je ne peux pas répondre. Merci pour ces premières réponses riches. Alors maintenant, c'est à vous de poser des questions, si vous avez des questions sur le transhumanisme, la zoopolitique ou les émotions chez les pieuvres. Je pense que c'est le moment. Je vous fais passer le micro. Bonjour. Je voudrais savoir, à propos de la zoopolitique, quelle est la limite de la zoopolitique? On va arriver jusqu'au où? Comment le définir? Il n'y a pas de limite. La zoopolitique vise à savoir comment faire société avec les animaux. Alors bien sûr, ça ne sera pas la même chose de faire société avec des dauphins animaux sauvages, avec des chats animaux domestiques, ou avec des moules qui ne bougent pas beaucoup. Donc la façon de faire société ne sera pas la même de toute évidence. Ça, c'est le problème des droits de l'animal. On dit toujours, oh là là, et les droits de l'huître, qu'est-ce qu'il en est? Bien sûr, les droits de l'huître, ce n'est pas les droits du chimpanzé, nous sommes bien d'accord. Donc, chaque espèce a des droits qui lui sont propres et qui sont appliqués à son fonctionnement. Mais la zoopolitique, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec l'animalité, et donc, elle n'a pas de limite. Tout animal pose un problème de zoopolitique. L'animal, a priori, n'a pas de devoir. Pas plus que l'être humain qui n'a plus de pensée, ou que l'enfant qui vient de naître, etc. L'enfant qui vient de naître n'a pas de devoir non plus. Dans l'état actuel des connaissances, est-ce qu'il y a des chimpanzés qui font des bêtises? Est-ce qu'il faudrait leur donner des devoirs? Dans l'état actuel des choses, l'animal, on peut lui distribuer des droits qui seraient gérés par des humains. L'animal ne va pas revendiquer des droits lui-même. Mais dans l'état actuel des choses, on considère qu'il n'a pas de devoir. Je voulais apporter peut-être un éclairage, je suis là, juste là. Oui, pardon. Pas sur les animaux, mais peut-être. Pour vous, monsieur, vous avez dit en 1970, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une passion sur le néologisme, etc.
Et peut-être, je suis psychiatre, c'était le courant antipsychiatrie. Et à ce moment-là, on disait qu'on guérissait les malades mentaux en les accompagnant dans leur délire et dans leur néolangage et dans le néologisme. Et c'est peut-être un aspect qui peut expliquer ce courant que vous avez rencontré. Oui, probablement. Enfin, de toute façon, il y a aussi un fleurissement de la théorie dans cette période qui justifie aussi une floraison de concepts et de notions, voilà, avec d'ailleurs une approche très techniciste, enfin, qui revisite les différents champs des sciences humaines et de la philosophie. Donc oui, d'autant plus que, enfin, vous évoquez le champ de la psychiatrie, enfin, Deleuze et Guattari, enfin Guattari surtout, mais Deleuze aussi, s'y sont beaucoup intéressés. Et donc voilà, cette idée d'ailleurs défendue par Deleuze que la philosophie c'est inventer des mots nouveaux, hein, on sent bien qu'il y a cette volonté hein, de valoriser et de survaloriser cette néologie dans une perspective philosophique. Oui. Et j'avais un de mes patients qui disait de mon patron à l'époque, qui était c'est un grand Zagogoros criard. Je trouve que c'était magnifique comme expression et je le garde quand je fais des... Ah oui, voilà, mais on peut avoir un usage complètement, alors ce qu'on appelle idiolectal en linguistique, c'est-à-dire très personnel du néologisme. Hein, voilà. Alors justement, c'est intéressant de voir comment à quel niveau d'observation on se situe, au niveau des individus, au niveau d'un groupe social. Voilà. Donc ça rejoint bon. En tout cas, ce qui me paraît intéressant à considérer pour la mise en perspective historique, c'est justement à quel point on est passé d'une situation qui est la situation, on va dire, classique, hein, où on se méfie de la création des mots nouveaux et où finalement être conservateur en politique, c'est justement surveiller et réprimer quand il le faut la création des mots nouveaux, à une situation où finalement, au contraire, on a presque l'impression que maintenant les forces du marché se liguent pour envahir le langage d'un certain nombre de termes, voilà, avec d'ailleurs un parallèle qui est tracé entre le néologisme et la marque, hein, parce que voilà, on pourrait parler de ça aussi. Finalement, le mot nouveau, c'est aussi une marque, c'est une histoire de marque. Alors, pour Jean-Marie, c'est le transhumanisme, c'est le pour tous qu'on n'a pas dit. C'est d'autant plus idiot que, évidemment, ça ne sera pas pour tous. Donc on est d'un côté, on va supprimer le corps et c'est une désincarnation, une déshumanisation de tout pour 2 ou 3, Kurzweil ou je sais pas qui. Ils ont fait une OP1 quand même à Genève en prenant des milliards d'euros pour rien. Moi je travaille en gériatrie auprès des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui ont 0 moyen, rien du tout. Donc je ne comprends pas pourquoi on arrive à s'engouffrer dans au niveau géopolitique de l'humain, dans une déshumanisation, et en même temps, on nous dit les vieux, ils sont pas beaux, ils coûtent cher, surtout les malades d'Alzheimer, vaudrait mieux les euthanasier et qu'on aille dans ces questions de bioéthique sur l'euthanasie. Le transhumanisme, il n'est pas pour tous, c'est évident. C'est évident, mais c'est pas idiot, c'est injuste peut-être, mais c'est pas... c'est vrai que les transhumanistes sont très très conscients de militer pour une humanité à 2 vitesses. Hein, les nantis qui vont pouvoir effectivement bénéficier de toutes les innovations technologiques pour s'en sortir, et puis les autres, vous et moi, qui ne seront jamais que les chimpanzés du futur. C'est bien. Mais c'est pas la première fois, enfin, ça arrive régulièrement quand même dans l'histoire des sociétés, qu'on prenne des décisions ou qu'on formule des idéaux qui sont profondément inégalitaires, bien sûr. Alors en fait, j'avais un élément personnel, disons, c'est d'une part par rapport à la zoopolitique. Ça fait pas mal de temps que je pense que des éléments... Enfin, pour moi, l'homme est le fruit d'une évolution, et sa conscience aussi. C'est-à-dire que des éléments de la conscience humaine, je pense au sens, je pense à la capacité d'analyser une situation, je pense effectivement aux émotions, au sens de la honte, dit-on, chez les singes, ou les grands singes, ou les chiens, sont antérieurs à l'homme, et l'homme est le fruit d'évolution sur le plan corporel, mais aussi sur le plan de l'intelligence, quoi. Pour moi, l'homme commence au langage. Mais des éléments de la conscience humaine sont antérieurs à l'homme. La mémoire, très ancienne.
Et juste par rapport au transhumanisme, m'avait fait me souvenir du livre La possibilité d'une île de Houellebecq, qui va jusqu'au bout de la logique transhumaniste. Bon, alors en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de fausse Bible, avec le récit du 20e clone de Daniel, notre contemporain, puis le récit du 21e clone de Daniel, dans plusieurs milliers d'années. Bon, et puis le 21e clone finit par préférer quitter le système, devenir libre, connaître la mort, son chien meurt, il préfère finir libre et va mourir, plutôt que rester dans ce système de clonage sempiternel, de vie éternelle. Mais bon, alors c'est ce que vous décrivez, on va devant son ordinateur pendant des siècles, des siècles, des siècles. C'est hallucinant à lire. Est-ce que oui, bien sûr, il y a des quantités de choses qui sont antérieures à l'homme dans l'animalité, la honte, différents types d'émotions, l'anxiété, etc., etc. Bien sûr. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est spécifique de l'homme? Alors, notre spécificité se réduit petit à petit. Il est clair qu'on est beaucoup plus performant sur un plan intellectuel. Alors, l'homo sapiens, on s'est nommé comme ça. On fait des choses que d'autres espèces ne font pas, d'aller dans la Lune, de faire des fusées, etc. Qu'on fait parce qu'on a accumulé des choses au cours de l'histoire. Hein. Les premiers sapiens ne faisaient pas ça non plus. Hein. Bon. Mais on est capable de faire ça, si vous voulez. Donc, on peut dire que sur le plan de l'articulation intellectuelle, on a une certaine spécificité. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des autres. Hein. Parce qu'on raisonne toujours en tant qu'homme en disant « Ah, c'est le langage, on est vachement intelligent, etc. etc. » Ce qu'on fait sur le plan moral, depuis toute l'histoire, des guerres, des tortures, etc., il n'y a pas de quoi être fier. Je veux dire que la supériorité humaine se définit sur ce point particulier qui est l'intelligence rationnelle. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Michel Houellebecq, mais son livre « La possibilité d'une île » est effectivement extrêmement intéressant, parce que c'est un récit dans lequel on a supprimé la naissance, on l'a remplacé par la fabrication, hein, le clonage, on n'est que par voie de clonage, et au fond, et ça c'est une pierre pour le jardin de Georges, le révélateur d'humanité dans ce livre, c'est un chien. C'est effectivement le chien de Houellebecq, hein, et un chien qui va mourir et qui va éveiller le désir de mort chez un clone, ce qui est profondément troublant et paradoxal. Hein, donc redécouverte en quelque sorte de la mort et aspiration à la naissance, hein, alors même que le clonage nous avait mis dans une situation d'amortalité. Oui, non, c'est un bon livre, hein, moi je recommande. Oui, bonjour, et merci beaucoup pour vos exposés, en particulier la conclusion convergente sur l'importance du corps, il se trouve que j'y suis très sensible aussi. J'aurais peut-être un léger désaccord, c'est que pour ce qui est de l'eugénisme, même s'il était pour tous, je serais contre. Donc peu importe que l'eugénisme soit seulement pour certains ou pour tous. À mon avis, c'est pas une question. D'autre part, M. Chapoutier a dit qu'il y avait des robots qui auraient des émotions. Je crains qu'il ait eu un biais typique des modernes, qui est en fait un biais scientifique. Je parie que vous définissez les émotions non pas par ce qu'il y a dans l'intrinsèque, parce que comme moi vous serez d'accord qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans l'intrinsèque, c'était l'objection de M. Beignet. Par contre, vous les définissez par ce par quoi ils apparaissent. Et c'est ça, à mon avis, le biais typiquement scientifique. Le monde n'importe que par ce par quoi il apparaît, par ce par quoi je peux le mesurer, c'est-à-dire par une collection de chiffres, ce qui est un peu réducteur. Ça, c'était mon deuxième point. J'ai un troisième point sur le langage. Ça m'a aussi énormément intéressé. Dans les années 60, il y a autre chose, il me semble, qui est apparu. C'est en fait une prolifération un petit peu désordonnée. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit anarchique. De l'individualisme et peut-être son alliance avec le capitalisme. C'est là où je trouve que c'est amusant de voir qu'il y a peut-être une alliance entre la gauche et le capitalisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle fait partie associée surtout avec son concept favori, c'est-à-dire le progrès, vers une éradication de l'humanité? Je n'ai pas dit qu'il y avait des robots qui avaient des émotions. Au contraire, j'ai dit que dans l'état des choses, à un moment donné, seuls les animaux, et donc nous, étaient capables d'émotions au sens qu'on peut les ressentir et les assimiler. Et même, je vais dire, chez les animaux, on peut trouver les mêmes structures. C'est un bon argument. J'ai posé la question, j'ai dit, mais on ne peut pas exclure le fait que dans un futur de type science-fiction, on trouvera un jour des robots qui auront des émotions. Je n'en sais rien. J'ouvre la possibilité. Je pense que cette question, elle n'est pas dissociable de la fabrication d'animaux. Parce que si on fabrique des animaux avec les mêmes structures que ce qu'a fabriqué la biologie,
des robots animaloïdes, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas des émotions aussi. Donc je pense que cette question de fabriquer des entités artificielles qui auraient des émotions, elle n'est pas dissociable de la fabrication d'animaux. On en est encore très très loin. Donc je pose la question, je ne réponds pas à cette question, je la pose. Juste un petit commentaire sur votre gauche désordonnée, parce que effectivement cette gauche désordonnée, on la regarde rétrospectivement, on la regarde aujourd'hui, 50 ans de distance, mais c'est vrai qu'elle prônait en son temps, non pas une révolution politique, mais une révolution métaphysique qui était basée sur une volonté de rupture. Rompre avec le monde de la consommation, rompre avec le monde de la politique centralisée, rompre avec la guerre du Vietnam, rompre avec ce monde qui nous préparait la guerre atomique. Ce qui fait que cette gauche, on peut effectivement aujourd'hui la mettre assez intégralement sous le signe de l'intensité sans objet. Et du coup, c'est vrai qu'on peut la faire résonner avec quelque chose comme le capitalisme, même plus que cognitif qu'on envisage aujourd'hui. C'est vrai. Et les transhumanistes ont puisé assez facilement dans cette gauche qui cherchait la rupture. Des grandes figures comme Timothy Leary sont souvent invoquées. Le chantre du LSD qui a découvert les vertus de l'informatique et du virtuel en son temps. Et pratiquement tous les théoriciens de la culture du numérique se réfèrent volontiers à lui. Concernant la remarque sur cette récupération du langage artistique révolutionnaire, voilà, oui, on peut dire que d'une certaine façon, c'est l'une des ruses historiques de mai 68. Encore une fois, Boltanski et Capello le montrent très bien dans leur livre, comment, au fond, le mai 68, il y a 2 mai 68, au moins 2 mai 68. Bon. Il y a un mai 68 syndical, dont les revendications finalement ne sont que très partiellement satisfaites et le seront de moins en moins dans les années qui vont suivre, puisqu'on sait que les quelques acquis de mai 68 et de la grève générale, etc., seront vite effacés par un rapport de force entre le capital et le travail qui s'établira au détriment des travailleurs. Mais il y a aussi un mai 68 artistique et intellectuel. Et ce mai 68 artistique et intellectuel, lui, a été en effet pleinement récupéré par les logiques du marché. Aujourd'hui, le mot révolution, on l'utilise dans le langage marketing. Donc c'est toute cette déviation, et donc c'est vrai que c'est une déviation qui s'opère par le langage. Il y a une espèce de victoire linguistique ici, qui s'établit de la part du marché, alors qui aujourd'hui tend vers l'hégémonie, mais avec des résistances, des mots nouveaux qui apparaissent. Alain Gaillet parlera tout à l'heure du convivialisme, qui me paraît d'ailleurs un contre-modèle aussi très intéressant sur ces mots qu'on impose par les forces du marché, par le langage publicitaire, puisque là on va avoir au contraire l'image d'un mot qu'on forge ensemble par l'édoxé, par la délibération, par des contestations, des réflexions, des débats, etc. Donc on peut assumer une libre néologie contre la néologie imposée par les marchés. J'ai une petite question pour Florent et Sébastien d'ailleurs. On n'a pas entendu le mot jargon en fait sur la néologie, c'est-à-dire la limite c'est aussi le jargon pour refuser des mauvais mots. Et juste une remarque pour Monsieur Chapoutier très vite. Ce qui me dérange toujours dans le discours pro-animal, l'éthique animale, la zoopolitique, etc., c'est que c'est l'homme, le plus grand prédateur des animaux, qui se met en tête de les défendre subitement. Et puis cette idée aussi, toujours cette rupture qu'on fait entre les différents animaux, parce que finalement tous les exemples que vous donnez, c'est des animaux évolués, c'est des chimpanzés, etc. Et puis je veux dire, qui a envie de vivre ensemble avec une tique, par exemple? Enfin, on n'a pas forcément envie de vivre avec des... Il n'y a pas d'association de défense des cafards ou des rats de métro. Si, ça existe. Bon, certainement. Bon, mais le souci fondamental dans la troisième conception que vous donnez, l'animal comme être sensible, c'est que ça reste très humanisant comme conception de l'animal. C'est-à-dire on veut chercher à faire parler le chimpanzé, ce qui n'est pas sa vocation initiale. Et on va à l'encontre de toute l'éthologie
importante du début du XXe siècle, Fournier-Excull par exemple, bien sûr, qui a au contraire insisté sur la différence entre les animaux, leur monde propre, et le fait que l'homme n'est plus un animal. Alors la réponse à Derrida, vous savez, c'est Étienne Bimbenet qui l'a donnée, l'animal que je ne suis plus, hein, l'homme n'est plus un animal, on veut humaniser l'animal aujourd'hui, et on veut retrouver, vous avez dit, on va être sauvé par les animaux, à un moment vous avez dit ça, le salut viendra par les animaux, mais on veut retrouver une sorte d'innocence de l'homme qui incarnerait l'animal. Bonsoir. Une question parce que on a vu qu'une des idéologies sœurs du transhumanisme, c'était du coup l'eugénisme. Est-ce qu'une autre idéologie sœur de la zoopolitique, c'est pas le spécisme? Bien sûr, quand je dis qu'il faut respecter les animaux qui sont proches de nous, qu'il faut tenir compte de nos émotions, de notre animalité, je ne dis pas qu'il faut faire de l'homme un animal comme les autres. Bien entendu, il faudrait insister beaucoup, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, sur tout ce qui fait la spécificité de l'homme, qu'il est le seul à avoir une réflexion qui peut justement répondre à votre question à vous, à se mettre en quelque sorte, à s'intéresser à d'autres espèces pour essayer de les protéger. C'est une démarche qui est tout à fait originale aussi. En d'autres termes, il y a toute une spécificité de l'homme que je n'ai pas développée ici. Mais c'est en ce nom-là, dans cette spécificité ontologique de l'homme, que je vais chercher le fait qu'on s'intéresse à d'autres animaux. Les autres animaux ne s'intéressent pas, a priori, aux autres espèces, sauf cas particuliers. Il faudrait développer tout ça, ça serait très très long. Mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il ne faut pas dire qu'en recherchant les bénéfices de notre animalité, il ne faut pas nécessairement dire que l'homme est exactement comme les autres animaux. Pardon, ça ne marche pas? Deuxième question qui m'a été posée, c'est sur le spécisme. Alors le spécisme, justement, qu'est-ce qu'on entend par spécisme? Chaque espèce a ses propriétés propres. Ça revient un peu à cette question-là aussi. Et l'homme, justement, une des spécificités de l'homme, c'est justement de pouvoir s'intéresser à d'autres espèces. Moi, je connais des gens qui disent, par exemple, non, chaque espèce s'intéresse à elle, nous n'avons pas intéressé aux autres animaux. Donc, s'intéresser aux autres animaux, ce qu'on appelle des antispécistes, c'est quand même une particularité très originale de l'homme. Et ça aussi, il faudrait le développer. Alors moi, je vais répondre sur la question du jargon. Effectivement, le jargon, c'est intéressant. Bon, souvent, on l'utilise quand même pour dire que c'est une particularité d'un métier et c'est compris au sein d'une communauté restreinte. Et parfois, et même assez souvent, on utilise le jargon comme un élément excluant. Moi, je parle le langage de mon métier que vous ne comprenez pas, que seuls les initiés comprennent. Et les autres, on les met de côté, ils n'ont pas la compétence pour comprendre. Alors justement, ces mots et ces concepts, c'est l'inverse de ça. On essaye de les mettre dans le débat public, et c'est des outils qui ne sont pas uniquement des outils utilitaires pour travailler comme ça au quotidien, mais qui sont des outils qu'on peut tourner dans tous les sens pour essayer de réfléchir aux enjeux contemporains. Comme effectivement, Florent le disait, le mot disruption, qui décrit ces innovations de rupture, et on essaye de retourner ce mot dans tous les sens pour dire qu'est-ce qu'on va essayer d'en extraire. C'est aussi ce qu'on fait avec des mots philosophiques plus courants. Quand on parle d'autonomie, qu'est-ce que c'est? C'est se donner à soi-même, sa propre loi, autonomie, quoi. Donc c'est vraiment cet outil conceptuel de réflexion sur le langage plus qu'un simple jargon qui aurait une portée uniquement communautaire. Oui, juste un petit mot sur le jargon, sur la question du jargon. Oui, c'est aussi là que s'opère une rupture entre le classicisme et la modernité. Et cette rupture, elle est d'ailleurs, elle a aussi des soubassements politiques. On sait que le jargon est stigmatisé au XVIIe siècle. Le langage de métier est un langage subalterne. La satire du jargon médical chez Molière relève de cette même volonté au fond, de contrôler la néologie. Au contraire, l'entrée dans la modernité va coïncider avec la volonté de populariser ou de généraliser l'usage de mots de métier, de mots techniques, de mots scientifiques. Le basculement s'opère au XVIIIe siècle assez clairement. L'encyclopédie, d'ailleurs, très, très clairement, va contribuer à faire entrer dans le champ des honnêtes gens, dans des groupes sociaux plus élargis, des mots, un vocabulaire qui était auparavant réservé à une élite. Aujourd'hui, on pourrait dire que si la question de la néologie se pose, elle ne se pose pas au niveau justement des notions techniques, mais au niveau de ces mots que parfois on importe dans des jargons, dans des langages de métier ou des langages techniques, mais qu'on cherche à populariser, à étendre dans d'autres sphères. C'est à ce niveau-là que la néologie peut vraiment être étudiée comme un phénomène social et politique.
Sinon, elle est une pratique indispensable au sein de chaque corps de métier, parce qu'il faut bien s'entendre sur des choses. Voilà. Alors merci beaucoup à tous pour ce débat qui était déjà riche.